Petite prose philosophique, voire même quelque peu métaphysique. Quatrième petite prose. Débilité basaltique. Il fut une époque où je me languissais lamentablement sur les rives boueuses et pestilentielles de l'Ubangi. Peu importe les motifs obscurs qui m'animaient alors, je n'en devins pas moins profondément affligé de cette lancinante sensation de m'engluer dans la lourde torpidité des choses et de m'enliser dans un temps tellement lent que n'eût été de ma bienveillante fée Carabosse, je serais sûrement devenu qu'une pauvre loque errante dans les limbes ténébreuses et labyrinthiques de l'oubli absolu. Il n'y a parfois qu'un pas du gouffre à l'étambot, me dis-je, très sobrement. Or, n'oublions pas que c'est grâce aux nocturnes d'Uranus que la fiancée vendue, telle une éternelle histoire d'eau, s'envola du livre de l'inquiétude pour se poser à l'orée du parc de la parfaite clarté. Et c'est dans l'heure blafarde que le murmure incessant des siècles nous convie à l'épiphanie des dieux, alors que la mort de la phalène, transcendant le parfum de nos âmes, produira le souffle nécessaire à la création de l'ode éternelle au vent d'ouest. Pendant ce temps, l'empereur aux ombrelles écarlates, plongé dans une sombre méditation par-devers la fin tragique des Romanov, songeait secrètement à organiser une expédition de l'espoir qui aurait pris la forme d'une caravane vers le soleil. Mais on apprit bien plus tard qu'il partait en fait à la recherche du fabuleux trésor de Rackham le Rouge. Je décidai donc sur le champ de convoquer le tribunal de la confrérie des âmes nobles, qui tiendra audience comme il se doit dans la baie des naufragés. Et c'est ainsi que je fis la connaissance de la belle Calypso, celle qui commande aux redoutables arpenteurs des galaxies. Et voilà-t-il pas qu'elle me dit à brûle-pourpoint: « Mon cher Balbise, dans la vie, il vient toujours un temps où il faut choisir le discours de la méthode ou le manifeste du surréalisme. Quel est votre choix ?» Quelque peu déstabilisé par une approche aussi intime, je ne pus répondre que par une question plutôt saugrenue. J'en conviens. Voulez-vous m'accorder cette valse? Et voilà qui mit fin un peu abruptement à cet entretien, ma foi, fort peu pédagogique. Mais je n'en étais pas pour autant au bout de mes peines. En effet, dès mon retour de la baie des naufragés, j'eus à m'expliquer avec les impitoyables sentinelles du temps, qui, comme chacun le sait, ne font pas de quartier à qui que ce soit. Et c'est grâce à mon mémorable éloge de la fuite que je parvins, in extremis, à leur échapper, provisoirement, bien sûr. Ici, je dois vous avouer bien candidement que je m'embourbe littéralement dans la chenoute, car je viens de buter sur Phèdre et la matrice. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec Phèdre et la matrice, je vous le demande? Bon, femme de Thésée, fille de Minos, mais encore, on pense à Euripide, à Racine. Mais la matrice, Keanu Reeves, ouais, sans doute. Et pendant ce temps, plein de considérations inactuelles sont intervenues, évoquant pour moi cette terrible époque d'engloutissement, de submersion, d'enfermement, de confinement. Ici, bien entendu, on pense à l'histoire de Pi dans les temps des Sargasses, et même peut-être à la grande bouffe au café de la Régence. Bien sûr que je blague un peu, mais pas tant que ça. Car l'envol des anges, loin de nous éloigner de la sagesse du fou, nous rapproche d'une certaine débilité basaltique nous permettant d'explorer tous les vestiges de la pensée créatrice. Mais bien sûr, tout cela à vos risques et périls. Par ailleurs, j'aimerais vous rappeler que cette tristesse des fées nous ramène toujours les pieds sur terre et que toutes nos élucubrations sur le cours des choses ne sauraient mettre en danger tous les axes interprétatifs par-devers les subtils chants polyphoniques très audibles dans le sillage des grandes baleines. Cependant, bien comprendre que c'est au-delà de Jupiter que tous les sortilèges du vent se perdent dans l'abîme du temps, et c'est dans l'album russe que toutes les proférations cataleptiques telles des frégates fantômes, vont se pulvériser en contiguïté pérégrinante sur les contreforts massifs de Tadoussac. En revanche, comment pardonner à Dieu pour tous les fléaux dont il nous a affligés depuis des temps immémoriaux, notamment Attila?
Vous vous souvenez, non? Je pourrais ajouter Hitler, Staline, Pol Pot, Harry Truman, Lyndon Johnson et combien d'autres criminels notoires. Et pourtant, nul ne saurait douter que les fleurs du mal puissent distiller autant de petites ironies dans la vie, car même le roi boiteux, tout libertin qu'il fût, se gardait toujours un petit air furibard par-devers le pavillon des cancéreux. Il n'en demeurait pas moins qu'il était toujours un amphitryon de premier choix. Or, n'est-il pas avéré que la prisonnière des Templiers, toute femme comestible qu'elle fût, réussit à prendre la clé des champs, direction Valparaiso, malgré une vie passablement plombée par un passé trouble? Et on ne saurait passer sous silence l'étoile géante de Nicolas de Staël, toute de velours magenta, et aux déclivités de bateaux ivres, et d'où émanent plein de chants funèbres, imposant de grands moments de silence. Car alors, toutes les cathédrales de mon âme sont en deuil. Alors, bonjour, tristesse, car si tu savais comme on s'ennuie du côté de chez Swann, surtout quand tous les enfants terribles vont s'égarer dans des montagnes de choses minuscules et ridicules. Bien sûr que certains d'entre vous vont alléguer, à juste titre, que small is beautiful. Bien sûr, mais pas toujours. D'où cette source inépuisable de malentendus, de paradoxes, d'incompréhensions, de conflits même. Et c'est ainsi qu'à travers tout ce galimatia, le deuxième sexe, par le biais de testaments trahis, présente encore l'épreuve ultime à l'amant au regard chassieux, dans un esprit de totalitarisme et de broiement pour finalement aboutir à l'homme-machine. Et à moins d'être un vulgaire ripou, ou bien d'être animé d'un talent exceptionnel pour la soumission volontaire, il vous faudra absolument vous extirper de cette confluence mortelle. Quand Cam a dit que ça allait très bien fonctionner, avez-vous remarqué cette magnifique petite épinthèse typiquement québécoise? Elle vient juste de nous passer sous le nez. Et tant qu'à faire, je pourrais aussi bien vous proposer un petit oxymoron de mon cru, mais je me garde une petite gêne. Et de la même façon que les oiseaux se cachent pour mourir, faire comme ce vieux Forban valétudinaire, cultiver ses mémoires de chasseur d'âmes et ainsi se créer une ménagerie de rêves. À ce titre, les fables de Jean de La Fontaine peuvent être d'un grand secours, mais toujours se méfier du persiflage ambiant, persiflage qui peut à tout moment sonner l'alali par-devers un tourbillon foudroyant. Ainsi, pour éviter toute possibilité d'annihilation, se réfugier temporairement chez le Sumérien et renouer contact avec les Dogons sous la coupole d'or de la pagode du grand sorcier. Et puis, penser à l'incipit de mon prochain texte. Étrange cette façon de me sentir comme César devant Alésia. Les affinités électives, Péléas, Mélisande. Peut-être qu'un petit verre de rhum avec un peu de procrastination. Et je repense au nom de la rose, ce qui évoque pour moi, sans trop savoir pourquoi, toutes sortes de bacchanales furieuses et échevelées. Et je revois, juste avant la tombée de la nuit, tous les chemins du long voyage. Et à travers mes poèmes épars, je retrouve le sceptre d'Ottokar, intact. Je vais alors me jucher sur une hauteur avec vue sur une superbe théorie d'ineffables ombres chinoises. Une allégresse effervescente, une petite récolte de rêves.